Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Lancement des travaux du corridor Djibouti-Éthiopie, un nouveau souple donc pour le commerce transfrontalier. Et l'Assemblée générale des Nations unies réclame la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. L'ambassadeur de la République fédérale de la Somalie à Pretoria en Afrique du Sud, Mohamed Cheikh, a organisé dans les locaux de l'ambassade une réception en l'honneur du président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, et du représentant du speaker de la Somalie, le député Aden Mohamed Nour, et du ministre de la Justice djiboutien Ali Hassan Bahdoun, en mission dans le pays. Cette cérémonie d'accueil et de bienvenue, première du genre, fut une occasion précieuse où la délégation djiboutienne a eu l'opportunité de constater la fraternité et la cohésion de la communauté somalienne qui, à travers ses propres sages et représentants, ont exprimé tour à tour le mérite de notre pays pour restaurer la souveraineté somalienne et de leur soutien constant à ce pays frère. Aussi, cette large communauté somalienne a voulu saisir l'opportunité pour transmettre à travers le président de l'Assemblée nationale leurs remerciements et leur gratitude au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pionnier de la paix en Somalie depuis sa prise de fonction. À son tour, le président de l'Assemblée nationale d'Iléta Mohamed a effectivement appelé le président Ilwalal, empreint d'émotion, à exprimer en son nom celle de sa délégation et celle du peuple djiboutien sa joie d'être parmi ses frères. Et le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme Ali Hassan Bahdoun s'est rendu en Afrique du Sud, à Johannesburg, siège du Parlement panafricain. Invité spécial et hôte d'honneur du Parlement continental, il a été accueilli à son arrivée par le vice-président Dida Mammar Mohamed, l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie, et par l'afro-député djiboutien, l'honorable Mahmoud Mustafa Daher. Le garde des Sceaux djiboutien a prononcé un discours devant les représentants des peuples de l'Afrique lors de la cérémonie d'ouverture de la session. Le ministre a transmis les messages d'amitié et de solidarité du peuple djiboutien à la cause du panafricanisme. À titre d'information, l'Union africaine a choisi le thème de l'éducation pour l'année 2024. Dans cette perspective, le ministre a fait le lien entre la justice, la paix et l'éducation. Justement, je vous propose de suivre l'intervention du ministre de la Justice. En tant que représentant du gouvernement de Djibouti, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à apporter notre modeste contribution pour la réalisation d'une Afrique unie, forte et indivisible. L'Afrique n'est pas seulement une forme, une apparence, c'est également des valeurs et des traditions. Ces traditions, c'est une tradition d'humanisme, de tolérance, de pardon, de consensus, de partage, de générosité et de solidarité. C'est là que le peuple africain y puise sa grande capacité de résistance et de résilience. Distingués invités pour concrétiser les aspirations de nos peuples et offrir à notre jeunesse un avenir prometteur qui semble si proche, la paix doit régner de Tripoli à Cape Town, de Dakar à Djibouti. Avec la paix, les peuples peuvent construire jour après jour, année après année, des fondamentaux de son développement. Ils peuvent en toute quiétude déployer les efforts, tant sur le plan individuel que collectif, en vue d'améliorer les conditions de son existence et assurer un avenir prospère aux générations suivantes. De toute manière, la justice africaine estime qu'en matière de droit, il y a 2 poids, 2 mesures. On regarde ce qui se passe en Palestine. Je ne détaillerai pas mon intervention sur la Palestine. Je tiens à saluer l'ambassadeur de la Palestine. Nous sommes solidaires avec le peuple palestinien. Le peuple palestinien ne va pas se taire. Je ne puis terminer mes propos sans féliciter l'Afrique du Sud pour son initiative louable de porter la cause du peuple palestinien devant la Cour internationale de justice.
Et lors de sa rencontre avec la communauté somalienne résidant donc en Afrique du Sud, notamment à Pretoria, le président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, avait exprimé sa gratitude envers l'ambassade de Somalie à Pretoria pour l'invitation et l'accueil chaleureux qu'il a reçu, ainsi que sa délégation lors de leur séjour en Afrique du Sud. Le président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, a souligné les liens fraternels qui unissaient la Somalie et Djibouti, affirmant que l'ambassade de Somalie en Afrique du Sud est perçue comme une ambassade de Djibouti pour les Djiboutiens. Il a salué également l'ambassadeur Mohamed Cheikh Issar, qu'il considère comme représentant les deux nations. Selon le président d'Iléta, les Somaliens et les Djiboutiens forment une seule et même communauté où qu'ils se trouvent dans le monde. Dans l'actualité également, ce fut une journée marquée d'une pierre blanche dans la commune de Balbala qui s'est transformée aujourd'hui en épicentre d'un espoir renouvelé pour le commerce transfrontalier. La pose de la première pierre du corridor économique régional qui inclut des travaux de réhabilitation, d'amélioration et d'entretien de la route nationale s'étendant du PK13 à Arta a été célébrée avec une ferveur palpable. Cette cérémonie a été diligentée par le ministère en tutelle, en l'occurrence le ministère chargé des infrastructures et de l'équipement, accompagné du ministre des Finances, avec la participation du vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, invité dans le cadre d'une visite à Djibouti. Ce projet ambitieux, doté d'un budget de 54 millions de dollars et soutenu par la Banque mondiale, vise à renforcer la connectivité régionale tout en insufflant un dynamisme économique sans précédent dans les régions de l'intérieur. Cette dite route sera achevée sur 3 ans et entretenue pour une durée de 7 ans par l'entreprise tributaire. Cette route, véritable colonne vertébrale de l'infrastructure nationale, est destinée à relier le port stratégique de Djibouti au marché en pleine effervescence de l'Éthiopie et au-delà, et en facilitant le transit des marchandises. Elle se positionne comme un levier fondamental pour stimuler le commerce, réduire les coûts logistiques et accélérer les échanges entre ces deux nations sœurs. Écoutons à présent l'intervention du directeur région MENA de la Banque mondiale. C'est un honneur. C'est même un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour procéder au lancement des travaux de la route nationale numéro 1, un jalon important pour Djibouti et la sous-région. Ce corridor est essentiel à plus d'un titre. En effet, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une route, nous parlons de connexion, d'opportunités et d'ambition. Ce sont là des idéaux ancrés dans les Djibouti qu'on aime, le socle dans lequel repose le vivre ensemble dans la fraternité, l'unité et la cohésion sociale de ce beau pays. Permettez-moi, Monsieur le ministre, juste un petit temps pour partager avec vous en quoi cette route contribue aux idéaux, aux 3 idéaux des Djiboutiens que je viens de mentionner. Par la connexion, cette route reliera les communautés à travers le pays, facilitant les déplacements pour rendre visite aux familles, interagir avec les voisins et renforcer les liens sociaux. Imaginez la joie d'un fils travaillant à Djibouti-Ville qui pourra désormais et plus facilement rendre visite à sa mère à Arta. Et suivant à présent également l'intervention du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. L'ARENA, axe routier et stratégique, relie non seulement notre capitale aux autres régions intérieures, mais sert aussi également des voies d'accès vers le pays limitrophe. Ces tronçons essentiels soutiennent notre ambition de devenir un hub logistique et commercial de premier plan, contribuant ainsi à la croissance économique de la région. Je tiens à souligner le rôle fondamental de Djibouti Port Corridor et sa responsabilité dans la gestion et l'entretien des routes de corridor
qui demeure essentiel pour assurer la fluidité et la sécurité de ces infrastructures vitales pour notre économie. Notre engagement dans la gestion des axes stratégiques est une composante essentielle de notre vision de développement régional et ça augmente la compétitivité de nos ports. Les travaux que nous lançons aujourd'hui visent à moderniser et élargir ces tronçons de la RNA, qui est une véritable colonne vertébrale de notre réseau routier et qui supporte un trafic considérable d'environ 2000 camions par jour. En effet, Djibouti International Free Trade Zone, au PK23, aujourd'hui contribue 50% du trafic du volume des ports. Les camions circulant sur cette voie vont accélérer les mouvements des marchandises entre les ports et la zone franche. Je me réjouis donc de l'effet de ces travaux qui fluidifieront davantage les trafics, amélioreront la sécurité routière et réduiront les coûts de transport. Je souhaite exprimer notre profonde reconnaissance à la Banque mondiale pour son soutien financier, son accompagnement de la réalisation de ces projets ambitieux. Grâce à leur appui, nous franchissons une nouvelle étape vers la modernisation de nos... Le ministre de l'économie et des finances s'est également exprimé lors de cette cérémonie. Notre ambition, ce n'est pas de s'arrêter jusqu'à Arta. Ce sont les instructions du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Hadj Ismail Omar Guelleh. Mais c'est d'aller plus loin. Et je suis heureux ce matin d'annoncer qu'il y a 24 heures de cela, la Banque mondiale a entériné un financement additionnel de 90 millions de dollars, ce que le vice-président Ousmane tout à l'heure évoquait, pour continuer jusqu'à Skoutir. Sachant que nous avons également le financement complétant la partie Skoutir à Doudou Balala jusqu'à Galilée. Donc, cette route va permettre de relier de façon beaucoup plus solide et réhabiliter totalement ce corridor. L'ambition du chef de l'État porte sur un Djibouti qui reste bien en avance et qui soit le chaînon de diffusion de cette connectivité régionale. Un Djibouti qui prenne le lead sur le plan régional en termes de connectivité, de commerce et surtout de permettre à Djibouti de rester pour toujours en tant que leader, un hub international au-delà de l'ambition continentale et régionale. Pour cela, nous avons besoin de créer toutes les conditions d'une transformation économique. Et cette transformation économique ne peut venir que si nous avons des infrastructures solides. La route de Balho a été finalisée il y a quelques années, vous le savez. La route Djibouti-Tadjoura est en cours de réhabilitation. La route de la RN1 par la voie de Galafi, ouais, est également en cours de réhabilitation. Une bonne partie des travaux déjà finalisés. Un tronçon supplémentaire a démarré d'ores et déjà avec le financement du DPCR. Donc c'est vous dire combien, pour le gouvernement du président Ismail Omar, nous sommes déterminés à offrir à notre pays sa position de leader de connectivité sur le plan régional. Écoutons également l'intervention du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim. Bien, nous nous réunissons aujourd'hui pour lancer un projet d'une importance stratégique majeure pour notre pays. La réhabilitation de la route nationale numéro 1, un pilier de notre infrastructure nationale. Cet axe vital reliant la capitale Djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route. C'est une artère qui porte en elle
les espoirs de croissance économique, d'intégration régionale et de prospérité partagée. Sous la direction éclairée de son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, nous avons fait de l'amélioration de nos infrastructures un élément clé de notre vision pour l'avenir de Djibouti. La réhabilitation de la RNA s'inscrit pleinement dans cette ambition. Grâce au soutien de la Banque mondiale, qui a investi à hauteur de 50 millions de dollars, et à l'expertise de nos partenaires du secteur privé, nous sommes prêts à donner un nouveau souffle à cette route essentielle pour les échanges commerciaux avec l'Éthiopie et au-delà. Mais ces projets ne concernent pas uniquement l'économie, c'est aussi une promesse de sécurité et de modernité pour nos citoyens, un engagement à améliorer leur quotidien, la création d'emplois et le renforcement de la sécurité routière sont des impacts directs de ces travaux. Ensemble, nous transformons Djibouti en un carrefour incontournable des échanges mondiaux. Mesdames et messieurs, l'importance de ces projets va bien au-delà des aspects techniques. Je vais ici souligner notre engagement collectif à œuvrer pour un avenir prospère. Chaque kilomètre des routes réhabilitées est un pas vers l'intégration régionale, vers une économie plus résiliente et vers un Djibouti plus compétitif sur la scène internationale. Écoutons à présent l'interview que nous a accordé le directeur de l'agence djiboutienne de route à l'issue de cette importante cérémonie. Le ministre des Infrastructures, de l'Équipement, accompagné du ministre des Finances, du président de l'autorité de la Free Zone et du vice-président de la Banque mondiale pour la région des MENA, a lancé ce matin le coup d'envoi des travaux de réhabilitation et d'élargissement de la route numéro 1. Ce projet est financé avec l'appui de la Banque mondiale. Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus empruntée du réseau routier national. En plus de l'élargissement, ce projet prévoit l'aménagement de 9 giratoires et la réalisation de plusieurs ouvrages hydrauliques ainsi que la mise en place d'une station de contrôle de la charge des camions. L'objectif, bien sûr, étant d'améliorer la fluidité du trafic, d'améliorer la sécurité routière et bien sûr d'améliorer aussi la résilience de l'infrastructure routière en assurant bien sûr une pérennité des investissements. Ce projet d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier national. C'est un programme initié fin 2019 par le chef de l'État et qui regroupe plusieurs projets structurants. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires, que ce soit la Poste de Djibouti, l'ADEFIP et l'Inspection générale du travail, qui ont participé à la réussite de ce projet. Et bien évidemment les équipes techniques de l'ADR, du ministère des Finances et l'équipe transport de nos partenaires, la Banque mondiale. Notre équipe a également recueilli pour nous les impressions et sentiments des autres responsables présents lors de cet important événement. Dans le cadre de la rénovation du corridor RNA, donc la Poste participe dans le cadre de la composante sociale de ce projet. Il y a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de gestion des plaintes. Donc la Poste, grâce à son produit PostCall, qui est un centre d'appel, participe à ce projet, c'est-à-dire que dans le souci de respecter aussi le droit des citoyens et des riverains du corridor, l'ADR nous a demandé de mettre en place un centre d'appel pour permettre d'écouter les doléances des riverains de ce corridor. De plus, la Poste, avec sa composante financière, participe aussi au transfert d'argent
des gens qui sont impactés par la construction ou la rénovation de ce corridor. Et tout ça grâce au concours de la Banque mondiale. Donc nous remercions fortement l'ADR qui nous a fait confiance et bien entendu les partenaires de la Banque mondiale parce que le centre d'appel est aussi un gage de transparence dans le cadre des travaux et de supervision que fournit l'ADR. Merci. Donc ce projet a plusieurs impacts. Le premier impact, donc il y a trois impacts. Le premier impact, c'est un impact de la fluidité de la circulation. Le second impact est un impact du développement de la région d'Arta, parce que cette route va lier Djibouti-Ville et Arta. Et donc le troisième impact, c'est l'impact de l'emploi. Et dans ce cadre-là, nous, en tant que service de l'emploi du ministère du Travail, l'ANEFIP, nous travaillons conjointement avec l'ADR, ici présent, et la société Hawk, pour que les emplois que va générer ce projet soient travaillés de façon convenable et efficiente, et que les régions dans le corridor, dans la région que le corridor va passer, c'est-à-dire la région d'Arta, que les gens qui habitent dans ce corridor-là bénéficient de ces emplois-là. Dans l'actualité, toujours, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce matin une résolution par laquelle elle exige d'Israël qu'il mette fin sans délai à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé et qu'il le fasse au plus tard 12 mois après l'adoption de la présente résolution. Elle exige également d'Israël qu'il s'acquitte sans délai de toutes les obligations juridiques que lui impose le droit international, y compris celles énoncées par la Cour internationale de justice. L'avis consultatif rendu le 19 juillet dernier par cet organe concerne les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l'illicéité de la présence d'Israël dans ce territoire. Ce vote intervient dans le cadre de la reprise de la 10e session extraordinaire d'urgence sur les mesures illégales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem-Est occupé, ainsi que dans le reste du territoire palestinien occupé. Écoutons pour plus de précision l'intervention donc de notre ambassadeur aux États-Unis et auprès des Nations Unies, une intervention donc qu'il a faite à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur le Président, de prime abord, je voudrais vous réitérer au nom de la République de Djibouti mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection en tant que président de la 79e session de l'Assemblée générale. Djibouti aligned itself with a statement. Djibouti s'inscrit aux déclarations prononcées par l'Organisation de la coopération islamique, le groupe arabe et le mouvement des non-alignés. La présente résolution a valeur de test pour les Nations unies. Elle va permettre de déterminer si nous disons vraiment ce que nous pensons lorsque nous appelons au respect de l'état de droit. Elle déterminera si nous sommes vraiment attachés à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien en s'appuyant sur le droit international, comme nos résolutions l'énoncent. C'est ainsi que nous saurons si nous appuyons vraiment la solution à deux États, avec Israël et Palestine, deux États indépendants et souverains vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Ce test va démontrer si nous sommes sincères dans la déclaration de nos engagements en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Si notre engagement est sincère, et cela figure d'ailleurs dans les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée et par le Conseil de sécurité, eh bien nous devons voter en faveur de cette résolution à une majorité écrasante. L'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice constitue un document d'autorité découlant du droit international, jugement rendu, avis plutôt rendu par l'autorité la plus respectée en matière de droit international. Il doit donc être respecté et soutenu. La résolution dont nous sommes saisis aujourd'hui est un vecteur permettant d'exprimer un tel soutien. Le texte de la résolution fait écho en effet à ce qui figure dans l'avis consultatif de la Cour. Tout ce qui figure dans cette résolution est le reflet des conclusions tirées par la Cour et énoncées dans son avis consultatif. Cet avis
n'est pas apparu sua sponte. Il a été demandé par l'Assemblée générale en décembre 2022. C'est la réponse de la Cour à des questions spécifiques que l'Assemblée générale lui avait renvoyées. Après avoir examiné les présentations orales et écrites de plus de 50 États et organisations internationales, après avoir passé en revue les éléments de preuve en grand nombre présentés par le secrétaire général et les États participants, la Cour a répondu à nos questions qui constituent aujourd'hui des documents relevant du droit international et donc faisant donc autorité. Dans le cadre de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la direction de l'environnement, a organisé un atelier d'information et de sensibilisation destiné aux associations sur la protection de la couche d'ozone. Cet événement mettra en avant les liens entre la protection de la couche d'ozone et l'action climatique dans le cadre du thème international « Faire progresser l'action climatique ». Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dina Abdallah Omar, et avec la présence de la représentante du PNUD à Djibouti, du directeur de l'environnement, ainsi que des associations de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. L'objectif étant de sensibiliser les associations sur l'importance de la protection de la couche d'ozone et son rôle dans la protection contre les rayons UV nocifs et informer sur les substances responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone et des actions internationales telles que le protocole de Montréal et ses amendements. Nous rappelons tous au niveau du monde entier l'importance de la couche d'ozone, ce bouclier invisible qui protège la vie de la Terre, donc des hommes et des plantes, et qui absorbe les rayons ultraviolets qui sont nocifs du soleil. C'est vrai que le soleil nous donne de la vitamine D et nous sommes heureux à Djibouti, en tout cas, de ne pas avoir cette carence de vitamines. Mais en même temps, si nous ne protégeons pas la couche d'ozone, on a des risques qui peuvent aller jusqu'au cancer. Donc ce filtre naturel est essentiel donc pour la survie et la préservation des écosystèmes. Donc le soleil, il nous donne la vie, mais également s'il est menacé par des trous dans la couche d'ozone, il ne nous protège, donc nous ne sommes pas protégés. Et je pense que grâce à l'engagement de toute la communauté internationale, nous avons pu avoir un protocole qui s'appelle le protocole de Montréal et qui permet donc de façon concertée de mettre en œuvre toutes les actions qui freinent donc la destruction de la couche d'ozone. Et comme a dit M. Idriss ici, il y a pas mal d'actions que Djibouti a prises dans le sens donc de protéger la couche d'ozone avec les formations des personnes qui réparent les réfrigérateurs, des personnes qui importent le matériel, de la réglementation, etc. Et ces actions sont à saluer et méritent d'être donc complétées. Chers participants, nous devons donc aujourd'hui rester déterminés et engagés pour à la fois faire face à tous ces défis, y compris à la crise climatique et ses enjeux. Et donc nous nous réjouissons que Djibouti, qui a ratifié le protocole de Montréal et qui aussi a ratifié l'accord de Paris, ait pu réviser sa contribution nationale déterminée, donc qui est, comme vous le savez, pour chaque pays, les ambitions et la boussole pour mettre en œuvre toutes les actions dans le domaine climatique. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement. L'événement majeur nous offre l'occasion de souligner l'importance cruciale de préserver notre couche d'ozone qui constitue un véritable bouclier de la vie sur Terre. La couche d'ozone, fine barrière de gaz dans l'atmosphère, nous protège des rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil. Sa préservation est essentielle non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour la biodiversité. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour réaffirmer notre engagement collectif à protéger ce bien vital. Dans les années 70 et 80, les scientifiques ont révélé un amincissement alarmant de la couche d'ozone, particulièrement au-dessus de l'Antarctique. Le thème retenu pour cette année, faire progresser l'action climatique, met en lumière la manière dont la lutte pour la restauration de la couche d'ozone est intrinsèquement liée à la lutte contre le réchauffement climatique.
En effet, le protocole de Montréal va au-delà de la simple protection de la couche d'ozone. Il est devenu un outil puissant dans la gestion durable du changement climatique. Mesdames et Messieurs, Djibouti a pris des mesures concrètes pour contribuer à cet effet mondial en ayant la Convention de Vienne, le protocole de Montréal et ses amendements en 1999 et en ratifiant l'amendement de Kigali en 2022. Pour marquer cette journée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a tenu s'associer avec d'autres partenaires à travers l'organisation d'un atelier d'information sur la protection de la couche d'ozone destinée au tissu associatif, couplé d'une activité de sensibilisation sur le changement climatique. Mesdames et Messieurs, je tiens à souligner tout particulièrement le rôle primordial que jouent les associations nationales dans cette lutte pour la protection de la couche d'ozone et de la lutte contre le changement climatique. En tant qu'acteurs de terrain, elles sont au cœur de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des communautés locales. Aujourd'hui, je vous invite tous à réfléchir à l'importance de cet engagement collectif pour la protection de la couche d'ozone et de la lutte contre le changement climatique et à renforcer nos actions concrètes pour atteindre ces objectifs. En nouvelle nationale, toujours, une importante délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président pour la région MENA, Ousmane Dione, s'est rendue hier après-midi dans la banlieue de Balbala, notamment à Balbala T9, dans le cadre d'une mission de haut niveau visant à évaluer les avancées des projets financés par l'institution. La ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme accompagnait donc cette délégation qui était également composée du directeur des affaires sociales Mohamed Awale et de la représentante de la Banque mondiale à Djibouti. Arrivée donc à Balbala, à T9, dans la commune de Balbala, cette importante délégation a été accueillie sur place par le directeur général de l'agence Aroulos, Abdurrahman Ali, qui a accompagné donc la délégation jusqu'au site de l'événement et leur a également fait une brève présentation en présence de la ministre sur le déroulement et les avancées des projets financés par l'institution concernant donc le projet notamment appelé projet Zéro Bidonville. La délégation a ensuite entamé sa visite par une tournée dans la cité Nassim, notamment les maisons qui ont été donc les familles qui ont déménagé de Balbala. Et cette visite a été l'occasion également de discuter avec les familles déplacées qui ont accueilli chaleureusement la délégation et qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir eu la chance d'avoir une habitation décente, bien équipée avec l'eau et l'électricité. La délégation donc a pu suivre les explications et l'exposé donc leur a donné le directeur général de l'agence Aroulos sur l'avancée et l'évolution et l'avancée donc de ce projet, des projets notamment financés par l'institution qui est donc la Banque mondiale. Cette initiative financée par la Banque mondiale illustre l'engagement du ministère à améliorer les conditions de vie des citoyens tout en renforçant les liens de coopération avec des partenaires internationaux de premier plan. Un atelier de formation et de sensibilisation relatif à la gestion du statut de réfugié dans la région de l'IGAD ainsi que du cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés s'est ouvert aujourd'hui dans la région d'Arta. Cet atelier de 3 jours mobilise des experts et des cadres de l'IGAD, des membres des forces de l'ordre, gendarmerie et police, aux différents points d'entrée, sites des réfugiés ainsi que des responsables et des techniciens de l'Office national donc l'ONARS. Et dans son discours au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Welkene Gebeyehu, la directrice de la santé et du développement social de l'IGAD a indiqué que cette formation de 3 jours, tant sur le plan du contenu ainsi que dans l'approche et la méthodologie adoptée est indéniablement d'une utilité pratique pour tous les agents de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés. La République de Djibouti, aux premières heures de son accession à la souveraineté nationale, avait accueilli pour la première fois en 1978 des milliers de personnes fuyant les guerres opposant les deux voisins. Depuis cette date, conformément à ces traditions hospitalières, Djibouti n'a jamais dérogé aux principes universels et internationalement reconnus dans la protection des réfugiés.
Suivant l'intervention du représentant du Haut Commissariat aux réfugiés à Djibouti. N'est pas un atelier comme de coutume. C'est un atelier où on doit tous ensemble, en sortant d'ici, être des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour pouvoir transmettre aussi aux autres. Former aussi d'autres personnes pour pouvoir aider à continuer dans le droit légal, dans l'inclusion. Parce que notre nouvelle politique, c'est l'inclusion et la protection sociale. Et c'est important d'avoir la directrice ici, parce que la protection sociale est une des priorités du haut-commissaire Filippo Grandi. Et c'est pour cela qu'on est ici, pour que ce soit fait dans les normes avec vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut, pendant ces 3 jours, pas seulement aujourd'hui, il faut que tous, on apprenne avec les experts les droits et devoirs des réfugiés et maîtriser les défis qui sont l'enregistrement continu. Pour nous, c'est crucial, bien entendu, et savoir comment on le fait dans les normes de l'éthique, de l'intégrité, pour être sûr qu'on a un dossier qui est vraiment très, très transparent et propre. Et j'insiste là-dessus pour qu'on soit tous des ambassadeurs de cela. Je félicite aussi l'ONARS. L'ONARS qui est l'autre contrepartie et qui est toujours le fer de lance, qui nous permet toujours d'avancer. Et j'étais hier avec l'ONARS à Alice Abier et je dirais qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, c'est bien d'avoir une contrepartie qui maîtrise bien la protection internationale. Pas seulement la loi de 2017 qui permet les accès, à part le vote, mais les réfugiés ici sont, je dirais, au paradis. Et je le dis souvent en souriant, que quand Allah était en train de dessiner l'Afrique, il était de bonne humeur quand il a dessiné Djibouti. Et je pense que Djibouti est un bon exemple. On dit souvent Djibouti est entouré de géants. Mais le géant des géants, dans la politique d'asile, c'est Djibouti. Tout le monde vient où? Suivant également l'intervention de la directrice de la santé et du développement social auprès de l'IGAD. Formation de 3 jours, comme M. Chardy le disait, tant sur le plan du contenu, ainsi que dans l'approche et la méthodologie adoptée, est indéniablement d'une utilité pratique pour tous les agents de l'Office national, de l'Office d'assistance aux réfugiés, l'ONAX. Donc la formation contribuera sans nul doute au renforcement des capacités des agents des fonctionnaires en charge des questions relatives à la protection et aussi à l'attribution du statut de réfugié. Nous savons d'emblée l'importance de responsabilités qui reposent sur leurs épaules dans l'accueil et la protection de ces personnes qui ont fui les guerres et les persécutions. Nous voulons aussi, à l'occasion du lancement de ces séminaires, remercier le peuple et le gouvernement de la République de Djibouti pour leur fidélité et attachement sans hésiter aux principes et aux droits garantissant la protection des personnes qui se sont réfugiées sur le territoire national. Pour rappel, la République de Djibouti, aux premières heures de son accession à la souveraineté nationale, avait accueilli pour toute la première fois en 1978 des milliers de personnes fuyant les guerres opposant 2 pays voisins avec lesquels elle partage des centaines de kilomètres de frontières communes. Depuis cette date, conformément aussi à ces traditions hospitalières, nous savons aussi que la République de Djibouti n'a jamais dérogé aux principes universels et internationalement reconnus dans la protection des réfugiés. Au niveau de l'IGAD, permettez-moi aussi de rappeler le rôle crucial et déterminant de notre organisation à travers divers projets et programmes conçus pour répondre sur le plan humanitaire aux besoins essentiels de réfugiés, mais aussi dans une perspective de développement durable pour rechercher et formuler des politiques et des réponses structurelles. Et le secrétaire exécutif de l'ONARS, Mohamed Ali Kamila, clôt donc la série des interventions lors de ce séminaire. On l'écoute. Il a pour objectif de renforcer les capacités des agents de protection afin que vous puissiez conduire les entretiens de détermination du statut de réfugié dans vos sites respectifs Aliadé, Holhol, Markazi et Djibouti-Ville pour les demandeurs d'asile urbains. La situation des réfugiés et des demandeurs d'asile représente un défi humanitaire majeur. Chaque dossier que
nous examinerons, chaque histoire que nous écouterons incarne une vie humaine marquée par des épreuves, mais aussi par l'espoir d'un avenir meilleur. Cet atelier est une occasion précieuse pour approfondir vos compétences et améliorer votre compréhension des principes et procédures liés à la détermination du statut de réfugié. Nous avons la responsabilité de traiter chaque demande avec diligence, impartialité et respect, conformément aux normes internationales. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Philippe Crépy, représentant du HR, pour son soutien constant, ainsi qu'aux formateurs et intervenants qui partageront leur expertise avec nous. Je voudrais également adresser un remerciement spécial à ma sœur, Fatia Alouane, directrice de la division santé et développement social auprès de l'IGAD, pour son soutien indéfectible et son engagement sans faille dans le renforcement des capacités de nos agents de protection et dans la protection des réfugiés à Djibouti. Fait divers pour clore l'actualité nationale. Les gendarmes de la brigade de Chermoussa, en collaboration avec le service de douane, ont mis la main sur un tricycle transportant des cartons de cigarettes de contrebande. Dans la nuit du 17 au 18 septembre dernier, l'interception s'est déroulée aux abords du cimetière de PK12 à la suite d'informations recoupées. Et vers minuit, alors que la ville dormait, les forces de l'ordre, alertées par des indices tangibles, se sont mobilisées rapidement pour traquer le véhicule suspect. Leur diligence a porté ses fruits puisque le tricycle a été stoppé à la sortie du cimetière où il s'apprêtait à quitter la zone. La saisie de ces cartons de cigarettes souligne non seulement le dynamisme des forces de l'ordre, mais aussi la nécessité de rester en alerte face à des méthodes de trafic de plus en plus sophistiquées. Les enquêtes en cours pourraient révéler des ramifications plus larges et des complices potentiels, renforçant l'idée que la lutte contre la contrebande est un combat de longue haleine. En nouvelles du monde à présent, les experts de l'ONU ont souligné les progrès inégaux de la transformation numérique dans le monde, exhortant à accélérer les efforts pour combler la fracture numérique, en particulier dans les régions en développement. 18 pays sont classés dans la catégorie de gouvernement numérique la plus élevée, le Danemark étant en tête au niveau mondial. Lors de la séance de l'ONU, une mise en lumière a également été faite sur les progrès de la réglementation dans les technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. Et enfin, selon l'Organisation météorologique mondiale, les principaux objectifs internationaux en termes de protection de l'environnement sont loin d'avoir été atteints. Pourtant, les nouvelles technologies apportent une lueur d'espoir pour améliorer la situation. Et parmi ces nouvelles technologies qu'elle évoque, il y a l'intelligence artificielle qui se présente, selon les experts, comme l'un des outils les plus prometteurs pour la protection de l'environnement. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.